j'ai dû être malheureux, mais je ne m'en rappelle pas. C'est comme si j'étais anesthésié. Il y a quelque chose il y a eu une espèce de cloison. Et en tout cas, j'ai des rancœurs contre personne, en fait, tous ces gens-là. Nous connaissons ces chansons. Elles accompagnent nos étés, nos souvenirs, parfois nos vies. Mais l'homme est longtemps resté caché derrière le titre de son livre comme une confidence. Pour Entre vous et moi, Laurent Voulzy dévoile une part de son histoire et retrouve Lucien, le petit Lulu, cet enfant élevé chez des nourrices, loin de sa mère danseuse, qui sillonnait les routes. Et dans les fins des années 50, il n'y avait pas de divorcés dans l'école. Il n'y avait pas de gens de ma couleur et pas de divorcés. J'essaie de me faire oublier, en fait. C'est-à-dire, je prends place dans une famille en essayant de prendre le moins de place possible. Alors, le jeune Lucien se réfugie dans les rêves et dans la musique, jusqu'à ce cadeau de Noël qui va bouleverser sa vie. Le 24 décembre à minuit, elle m'a dit « Il y a une surprise pour toi dans le petit cagibi, dans le couloir ». Et c'était ma guitare. C'était la transformation de ma vie, quoi. Cette guitare va tout changer. Les chansons suivent, puis la rencontre décisive avec Alain Souchon. Ensemble, ils écriront quelques-unes des plus belles pages de la chanson française. Pour Entre vous et moi, Laurent Voulzy se souvient du chemin parcouru sans jamais oublier le petit Lulu. C'était un rêve pour moi, c'est toujours un rêve, de continuer à faire de la musique d'abord, de vivre de la musique, et très bien, et d'avoir du succès pour l'instant et tout. Ça, c'est merveilleux. Je sais que ça peut, que la vie peut disparaître d'un coup. Donc, non, mais je ne me prends pas la tête, enfin. Bonjour tout le monde sur Entre vous et moi, on est ravis de vous retrouver. Merci d'être aussi nombreux, 75 millions et même plus aujourd'hui de vues. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos abonnements, à vos likes, à vos messages nombreux, grâce à votre amour aussi, parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'amour entre vous et moi, entre vous et nous. Et on est bientôt en été. Vous le voyez, on transpire et ça tombe très très bien parce que l'invité que nous recevons est un homme pour moi qui traduit le soleil qui donne la même couleur aux gens. C'est d'ailleurs l'une de mes chansons préférées de Laurent Voulzy. Et il nous fait un énorme cadeau que de venir sur Entre vous et moi. Bonjour Laurent Voulzy. Bonjour Dominique. Merci pour vos chansons. Merci. C'est gentil. Mais merci. Mais vous vous rendez compte ou pas? Non. Du bonheur que vous donnez? Les gens me disent souvent merci et j'ai du mal à comprendre, mais oui. Moi, je me rends compte des chansons qui m'ont donné du bonheur, qui sont les chansons des autres. Mais les miennes, il faut vraiment mettre les points sur les i. C'est là que je m'aperçois que certaines chansons que j'ai faites sont rentrées dans la vie des gens ou ont beaucoup compté pour eux. Mais autrement, je ne me rends pas vraiment compte, non. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'hyper important pour moi, qui suis une intuitive et qui suis très portée sur la spiritualité. Je pense qu'on va se retrouver là-dessus. C'est important pour moi de rencontrer les gens, parce que Laurent Voulzy, c'est la star. Et on se dit, comment va-t-il être? Surtout que, entre parenthèses, je vous donne le contexte. Il fait très très chaud dans le studio. Et qu'en plus, ils ont eu énormément de mal avec un taxi. Donc ils sont restés coincés. Eh bien, Laurent Voulzy n'a absolument pas râlé. Moi, j'étais là en train de me dire, mais mince, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, il est arrivé. Merci. Un verre d'eau. Parfait. Et il est là. Et vous allez le voir que Laurent Voulzy, il chante, il écrit. Il y a quelqu'un qui se cache derrière Laurent Voulzy. D'ailleurs, c'est le titre éponyme du livre, caché derrière. Même titre que l'album en 92, caché derrière. Est-ce qu'on peut se dire tu? On se dit tu. C'est la question que je pose. Eh bien, ça y est, c'est fait. Et ça aussi. Ok. Manuel Valls, que j'ai reçu, m'a dit non au départ. Ça, moi, je dis pas tu. Je dis vous. Je dis ok, on va se retrouver à la fin de l'émission. Et à la fin, merci Dominique. Je t'embrasse. Voilà. Donc tout Manuel Valls qu'il est, c'est pas Laurent Voulzy, quoi. Caché derrière, qu'est-ce qui se cache derrière Laurent Voulzy? Des choses dont j'ai jamais parlé, surtout notamment ma prime enfance, mon enfance, ma petite vie un peu chaotique depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 9 ans, même un peu plus tard. Et donc, il y avait
il y avait tout ça, et tout ça, en fait, une fois que j'ai relu un peu tout le début de ma vie, je me suis aperçu que, en fait, cette vie d'enfance et de prime adolescence avait laissé une empreinte très forte dans ma vie, quoi. Donc, en fait, j'ai réalisé en relisant. Donc, c'était une aventure, parce que c'est pas que raconter ma vie, c'est d'un seul coup, j'ai pris aussi conscience de certaines choses. À la fois en parlant avec Isor, et, qui est ma compagne et sans qui je l'aurais pas fait, parce que ça fait longtemps qu'on me demande d'écrire ma vie, mais j'ai toujours, je trouvais ça inutile, prétentieux. Enfin, voilà, puis petit à petit, je me suis laissé un peu convaincre par Isor, mais parce qu'elle avait écrit quelques lignes très très jolies sur moi avant même qu'on décide de faire un livre. Isor Lefao, ta compagne? Elle a écrit quelques lignes sur moi, une petite page. Elle m'a dit, lis ça. Et il n'était pas question à ce moment-là que j'écrive, que je fasse. J'étais toujours dans le même état d'esprit par rapport aux demandes des éditeurs. Et quand j'ai lu, ça m'a remué vraiment. Et je lui ai dit, écoute, si un jour il y a un éditeur qui me redemande de raconter ma vie, il faut qu'on le fasse ensemble, parce que la façon dont tu as écrit là, c'est vraiment ma vie. En même temps, tu mets en lumière des choses que je ne voyais pas, qui me permettent de voir que ça n'est pas ma vie, la vie que j'ai vécue après, elle est empreinte de ça, de choses de mon enfance. Ouais. Ouais, ouais. On va tout dérouler. Mm. Et l'occasion, parce que tu ne serais pas là si Valérie, ton attachée de presse, ne m'avait pas généreusement donné ton nom pour venir. Voilà, donc je la salue, elle est en coulisses. Et voilà, c'est un joli maillage des choses. Je suis très heureuse parce que l'homme que tu es à l'extérieur, le Laurent Voulzy qu'on aime écouter, entendre, voir, moi j'ai découvert un Laurent Voulzy absolument fragile, caché derrière, un certain petit Lulu qui s'appelle en fait Lucien, puisque c'est ton prénom. Un petit Lucien qui a vachement morflé en fait. Et pour autant, tu racontes ça dans ton livre d'une manière tellement bienveillante, puisque tu l'as un petit peu annoncé, tu as été très vite séparé de ta maman. Oui, j'ai même très très peu de souvenirs de ma maman quand j'étais enfant, parce que je suis resté avec elle jusqu'à l'âge peut-être maximum 3 ans pour commencer. Elle a été... elle fréquentait un homme qui est mon père, en Guadeloupe, et puis la vie a fait que quand elle était enceinte, je ne sais pas quoi dire, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais en tout cas mon père, elle pensait certainement se marier, et pas lui. Et donc dans la famille de ma mère, qui était une famille de petite bourgeoisie antillaise, ils ont trouvé que c'était quand même pas très bien qu'elle soit enceinte et qu'elle ne soit pas mariée. Donc ils lui ont pris un billet de bateau pour traverser l'Atlantique d'ouest en est, et après une escale à Southampton, elle est arrivée au Havre, et du Havre, elle a pris un train pour aller à Paris. On lui avait trouvé un petit appartement. Et donc j'ai été élevé par ma mère, mes premières années, dans cet appartement, dans la rue Saint-Georges à Paris, dans le 9e. J'ai pratiquement pas de souvenirs. J'ai un souvenir d'un ballon que j'avais. Alors j'ai dit ça à ma mère, j'avais un ballon en caoutchouc écossais. Le dessin était comme des tartans écossais. Ça. Alors elle me dit, oui, tu avais un ballon comme ça, mais tu peux pas t'en rappeler, tu avais 2 ans. Je lui dis, écoute, je vois un ballon comme ça. Alors bon, c'est un des seuls souvenirs que j'ai. Et après, je
je me recrée des souvenirs en voyant 2-3 photos de cet appartement, en tout cas, de moi dans les bras de ma mère. Donc j'ai pas de souvenir de ça. Et après, je suis allé chez une nourrice et ensuite chez une autre nourrice. Et en fait, à 9 ans, je suis retourné habiter avec ma mère. Alors tu vas très vite sur les choses parce que la première nourrice, tu dis dans ton livre, comme si mon corps s'était protégé. Aujourd'hui encore, je n'éprouve jamais la faim et la soif depuis ce placement chez cette première nourrice. Oui, ça vient peut-être de ça, effectivement. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, il fait extrêmement chaud, donc on peut avoir soif. Mais c'est vrai que, d'abord, je ne bois pas assez, c'est un défaut. En fait, c'est rare, en fait, j'ai pas faim. Alors, je sais pas, si je devais jeûner par force, et que j'étais dans une circonstance terrible, où on n'a pas à manger, on verrait. Mais en fait, il peut être 2 heures de l'après-midi, je vois tout le monde, on a faim. Moi, alors ça vient peut-être de ça, c'est-à-dire que je m'étais habitué certainement à pas beaucoup manger. Je pense pas que ces gens-là étaient méchants, mais j'ai pas de souvenir d'être martyrisé. Mais on m'a retiré de chez eux parce que je commence à faire du rachitisme, donc voilà. Puis je pense que les souvenirs que j'en ai, c'est que je mangeais seul dans une cuisine. Ils tiraient un rideau et je mangeais des trucs. Le souvenir que j'ai, c'est un bol avec peut-être du pain et du beurre le soir et une tartine, quoi. Avec un bol de je sais pas quoi, de chicorée ou je sais pas. Et après, je sais qu'après, ils me mettaient dans une autre pièce et eux, ils mangeaient. Donc, probablement que je ne devais pas manger des choses très, très nourrissantes. Mais j'ai pas de souvenir j'avais dans la pièce dans laquelle ils me mettaient, j'avais peur parce que dans l'immeuble, il y avait certainement une machine à côté qui tournait. Et quand on est enfant, on entend une machine qui tourne. Ça fait peur. Alors j'étais assis sur le lit, puis j'attendais qu'ils aient fini de manger. Ça, c'était pas terrible. Mais j'ai pas de souvenir ni de coups, ni de choses comme ça. Non. Je pense qu'ils s'occupaient pas très bien de moi. Donc on m'a retiré de ces gens-là. Après, ma mère s'est aperçue, et son père adoptif, parce que c'est encore toute une autre histoire, ça pourrait presque faire un autre roman, mais son père adoptif qui venait en France, elle et lui se sont aperçus que quand même j'étais pas très en forme, donc ils m'ont mis dans une autre famille, et dans cette famille ça allait. Marraine. Oui, parce que c'est eux qui m'ont baptisé. En fait, je me souviens parfaitement de mon baptême. J'avais 6 ans ou 7 ans. Je pense que j'avais 7 ans. J'étais baptisé, je me souviens du baptême. Et donc, du coup, je les appelais, même avant, quand je suis arrivé chez eux, ils m'ont dit tu nous appelleras parrain et marraine. Alors, c'était une famille, là, cette fois-là, très bien construite, avec un papa, une maman, 2 enfants, un garçon et une fille qui avait mon âge. Et ça allait, quoi. J'avais une vie normale. Juste la toute petite chose, c'était que ma mère n'était pas très bien vue dans cette famille. Probablement que ma mère faisait de la danse et qu'ils trouvaient ça pas très bien, quoi. C'était une vie un peu dissolue. De faire de la danse dans des cabarets, tourner dans l'Europe et tout ça. Donc quand même, je me souviens de ma mère qui était venue me voir un jour et ma marraine m'avait dit ta maman va venir, on lui dit que t'es pas là. Voilà. Donc j'étais derrière la porte et effectivement, j'ai rien dit en me faisant oublier, quoi. C'est-à-dire, j'étais bien dans cette famille, en même temps j'aurais été content de voir ma mère évidemment, mais là je suis resté collé contre le mur. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que si ta maman t'a demandé à te placer, c'est qu'elle ne pouvait pas s'occuper de toi dans la mesure où elle dansait, notamment le soir. Oui, je pense que les premières années, non, mais après, très vite, ma mère est très douée pour la danse, jusqu'à l'âge elle nous a quittés, elle avait 93 ans. Franchement, 6 mois avant son décès, elle dansait encore, enfin, il y a tout. Et donc ma mère était folle de musique et de danse. Et
Donc elle a monté un numéro avec une amie, c'était probablement l'époque de Joséphine Baker, ça, ou un peu après. Elle a monté un numéro de danse tropicale avec une amie à elle qui devait être très bien dansée. Et donc, elle seule, et des fois avec elle, elles ont monté un numéro, elles ont trouvé un impresario, et un numéro, elles faisaient, pas des grands musicals, mais elles faisaient des cabarets en France, Belgique, Allemagne, peut-être Suisse aussi, voilà. Ouais, donc, elle bougeait pas mal aussi. et elle bougeait. Donc, elle ne pouvait pas me garder. Donc, elle m'a mis en nourrice pendant quelques années, quoi, de 3 ans à 8 ans, à 9 ans presque. Donc Lucien, Lulu, pour ta sœur, je crois, était seul, mais jamais amer. Y compris quand des mots difficiles t'ont été dits, prononcés sur le racisme. Ouais. Tu l'as dit très simplement, bouffe la neige, négro. Ce siège est pour les gens normaux. Donc non seulement tu étais à l'écart, un peu caché, derrière, Ouais. et en plus, dans le monde extérieur, on te demande aussi Oui. de te cacher. En Oui, fait. oui. Alors, évidemment, pas tout le monde, très peu, mais il suffit qu'on vous insulte, mais je crois que c'est valable pour tout le monde, en tout cas pour moi, mais si on m'insulte dans la journée, je passe une journée agréable, puis qu'il y a quelqu'un qui me fait un doigt d'honneur en me disant du con ou je sais pas quoi, On retient que vous rentrez chez... c'est ça qui nous marque de la journée. C'est pas le sourire des autres gens qui nous marque, c'est c'est le doigt d'honneur ou l'insulte qu'on a reçu dans la journée. Donc quand j'étais enfant, franchement, j'ai eu des petits copains. J'avais un vélo rouge, je me rappelle, à Pavillon-sous-Bois, là, chez la deuxième nourrice. Je faisais du vélo et tout. Mais si on me faisait une remarque désobligeante, un peu méchante, ça marquait. Alors je dis pas que j'en ai eu des tonnes de remarques comme ça, mais assez dans ma vie, un petit peu, pour être assez, pour réaliser ma différence, notamment dans cette petite classe où on m'avait fait bouffer de la neige en me tenant dans les bras derrière un arbre. Et puis un peu plus tard, hein, j'étais plus grand, dans mon immeuble, un monsieur pas très gentil, quand il voyait que j'avais été vider les poubelles dans le local des poubelles dans la cour, un immeuble bourgeois pourtant, un petit immeuble bourgeois, il ouvrait sa porte quand je remontais et il disait « Ah, il y a les nègres qui ont descendu leurs poubelles. » Exprès. Tout ça, ça vous marque. Et peut-être aussi le fait, ça c'est Isor qui a compris ça, en fait, ça m'est resté toute ma vie. Peut-être le fait d'avoir changé avec ma mère, puis ensuite j'ai une nourrice, puis une deuxième nourrice, puis retourner chez ma mère, peut-être j'essaie de me faire oublier en fait. C'est-à-dire, je prends place dans une famille en essayant de prendre le moins de place possible. Probablement, il y a ça, et plus des histoires de timidité et de complexe quand j'étais petit, et même adolescent, ou des remarques désobligeantes. Alors, c'est le paradoxe du fait que j'aime bien me faire discret, et en même temps, je monte sur scène. Donc, Tu évoques les complexes. Ça veut dire que Laurent Voulzy, là, il a peur, il a les pétoches, il est timide, là? Non. Alors? Non. Là, j'ai pas peur du tout. Ah non. Non, c'est dans certaines circonstances, totalement, ce que je disais tout à l'heure, entrer dans un cinéma quand la lumière est allumée, ou un théâtre, et aller... alors, on pourrait dire que c'est parce que je suis connu que j'ai peur qu'on me remarque, mais ça, c'est depuis que je suis enfant. Aller dans un endroit où des gens sont installés et venir, j'ai l'impression que je suis comme un troublion, quoi. C'est exactement ça, comme quelqu'un qui vient troubler une quiétude. Je suis toujours... ça c'est depuis que je suis enfant, je le sais. Et ça m'est resté. Mais là, dans l'interview, je ne sens pas que je suis un troublion. Ouais. Je suis un peu moi-même Lucien et un peu le chanteur. Ah ouais. Donc, je sais que je ne gêne pas.
Au contraire. Non, non. Tu penserais que tu pouvais penser que tu gênais ou... enfin, Là, non. Non, parce que quelquefois. je suis habitué à avoir répondu à des interviews, à être sur un plateau de télé, etc. Ça va. Mais dans certaines circonstances de la vie, oui. Plus dans les circonstances où je ne suis pas du tout considéré comme chanteur ou quoi, que je suis dans une assemblée de gens, il faut que j'arrive, il faut que je m'installe et tout. Je me mets toujours derrière, c'est comme ça. Mais que ce titre porte bien son nom, caché derrière. Moi, je pense pas être la seule ici à découvrir Laurent Voulzy. C'est-à-dire que jamais j'aurais pu penser que l'homme, avant d'avoir lu ce livre, et donc bravo à Isor, parce que attendre 77 ans, c'est ça, avant d'écrire et de te révéler comme ça, c'est qu'elle t'aime. Et c'est que tu lui fais confiance. Voilà. Oui, oui. Parce que vous allez en apprendre plein de choses encore dans ce livre et lors de cette interview. Le sentiment d'être à part, jamais à ta place, qu'on doit cacher, c'est évidemment, j'imagine, et tu en parles, lié à l'absence de ton père biologique, que tu n'as pas connu au début, et qui en plus va rester éloigné jusqu'à ce que tu deviennes Laurent Voulzy, la star, et que là, il soit fier de dire « Oui. C'est mon fils ». Oui, oui. Alors, je l'ai vu, je l'ai vu à 15 ans, il était venu me voir. Et il est venu me voir aussi à 18 ans. Et il est venu me voir une autre fois, j'avais 22-23 ans. Très peu, à 23 ans, je me rappelle, j'ai dû le voir à 20 minutes, il est passé. Et après, j'ai commencé à avoir assez de sous pour aller aux Antilles, mais là, à ce moment-là, j'étais pris par... je n'étais pas encore connu, mais je travaillais dans la musique, déjà, je faisais des arrangements, j'accompagnais un chanteur comme guitariste, puis ensuite, je rencontrais Alain Souchon et tout ça. Et j'ai été connu à l'âge de 29 ans grâce à cette chanson Recollection. Et après, quelques années plus tard, à 35 ans, je suis allé en Guadeloupe pour la première fois. Et là, je l'ai revu. Et à partir de ce moment-là, je l'ai revu un peu plus régulièrement, parce que d'abord, j'avais rencontré un petit peu avant une demi-sœur que j'ai là-bas. Donc quand j'allais aux Antilles, je la voyais. Je voyais mon frère, avec qui j'étais élevé, lui, parce que ma famille est évidemment un peu compliquée, puisqu'il y avait des enfants du côté de mon beau-père, et des enfants aussi qui étaient mes frères et sœurs, et du côté de mon père biologique. Donc du côté de mon père biologique, il y avait cette sœur, puis ensuite j'en ai connu une autre, et un garçon aussi. Et puis voilà, j'étais le parrain d'une fille de ma sœur là-bas. À partir de ce moment-là, je suis rentré un peu, pas directement, mais j'ai commencé à effleurer la famille du côté de mon père. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le voir plus. Mais on n'a jamais eu de conversation profonde. Tu n'as jamais appelé papa? Ah ben non, jamais. Non, parce qu'il y a un autre monsieur que j'appelais papa, qui était mon beau-père, qui lui-même était marié et qui vivait avec ma mère. Il avait une double vie officielle. T'imagines que ça laisse des traces, ça, quand même? Oui, moi je me suis pas rendu compte que ça laissait des traces, mais Isor m'a dit ça laisse des traces. Ouais. Mais tu ne voulais pas voir, ou tu ne voulais pas te victimiser, ou tu voulais te dire même pas mal, je suis pas mort, ça va? Non, j'ai évidemment pas du tout de, comment on appelle ça, de rancœur, ni envers ma mère, ni envers mon beau-père. Jamais? Jamais. Ah non. Jamais eu? Ça m'a même pas effleuré. Ni même envers mon père biologique. Comment t'expliques ça? Franchement, ça me paraît un peu... Ça me paraît normal que ma mère m'ait mis en nourrice si elle faisait de la danse. Elle avait 20 ans, 21 ans, 22, peut-être 22 ans. Elle m'a mis en nourrice comme d'autres femmes auraient mis leurs enfants en garde en pensant que la famille était bien. La première était très moyenne. Et la deuxième était plutôt une famille qui avait déjà accueilli, c'est marrant, ils avaient déjà accueilli les enfants de mon oncle. Oui, juste avant moi, ils avaient accueilli les enfants de mon oncle.
Puis ensuite, mes enfants de mon oncle sont partis ailleurs. Enfin, c'est ma famille, c'est un peu... c'est chaotique. Oui, tu mets un mot dessus quand même. C'est ça qui est intéressant. Oui, chaotique, oui. Mais en fait, j'ai réalisé bien longtemps après. Ouais. Mais bien longtemps. Que c'était pas tout à fait conventionnel. Ouais. Mais on peut être heureux. Oui, parce que quand j'étais avec... même chez la deuxième, j'appelle ça une nourrice, la deuxième famille qui m'a gardé, que j'appelais pareil ma reine, donc, je ne me souviens pas d'être malheureux du tout. Sauf, mais j'ai dû l'être. Quand j'étais caché derrière la porte et qu'elle m'a dit « Ta maman est là, mais devant moi, j'étais à 20 cm d'elle, caché derrière la porte. Lucien n'est pas là, il est au patronage. » J'ai dû être malheureux, mais je ne m'en rappelle pas. C'est comme si j'étais anesthésié. Il y a quelque chose il y a eu une espèce de cloison. Et en tout cas, j'ai des rancœurs contre personne, en fait, tous ces gens-là. Et ma mère, évidemment pas, mon beau-père non plus, mon père non plus. Je me suis dit, il a agi comme un jeune homme un peu égoïste, comme beaucoup d'hommes sont. Ils ont une aventure avec une femme qui était plutôt jolie, ma mère. Et puis, mais en fait, au dernier moment, il y a un bébé qui arrive, on se dit stop. Donc je pense qu'il a fait comme beaucoup d'hommes. Alors, je dis pas que c'est bien, hein, mais... C'est très adulte déjà ton comportement d'enfant. C'est ça qui est assez intéressant parce qu'il y a déjà une maturité dans l'enfant que tu es, qui a souffert, tout de même. On peut mettre ces mots-là. Mais tu n'en veux à personne. En revanche, tu es conscient que, par exemple, Daniel, ton beau-père, que grâce ou à cause de lui, tu expliques qu'avec les femmes, tu as reproduit le modèle masculin que tu avais, ton père fuyant, et puis Daniel, qui lui vit entre ombre et lumière. Ouais. Comme c'est ton empreinte, c'est ton ADN en fait. Oui, moi j'ai pas réalisé ça. C'est Isor. C'est Isor. Bah, c'est un truc de fille, ça, évidemment. C'est Isor qui m'a dit, mais tu te rends compte que tu reproduis, Oui. tu reproduis un peu ce que tu as vécu, et dans ma tête, non. Toujours, dans ma tête, non, je me dis, c'est mon caractère. Surtout que mon frère, un de mes frères avec qui j'ai vécu enfant, enfin, et qui est plus jeune que moi, n'a pas reproduit ce modèle-là. Mais il semblerait que dans ma famille, on reproduise assez ce modèle. En tout cas, moi, j'ai reproduit le modèle et probablement qu'ils auront raison. Je voyais mon beau-père une fois par semaine. Il venait le week-end. Ça me paraissait normal. Il allait, et le reste de la semaine, il était avec sa famille, ses enfants légitimes. Et le week-end, il venait avec nous. Et j'ai réalisé autre chose aussi, c'est que, en fait, quand il était là, j'étais tellement habitué à ne pas avoir de père que officiellement, je n'avais pas de père. C'est-à-dire que quand le premier jour de l'école, je me rappelle, l'instituteur nous disait, il nous donnait une petite feuille de papier, on la découpait dans un cahier, inscrivez, mettez le nom de votre mère, votre père, leur profession et votre adresse pour qu'ils fassent connaissance avec tous les élèves. Donc chacun avait on faisait chacun notre petite fiche. Alors moi je me rappelle, j'écrivais alors père, mère, alors père je rayais, pas de père. J'avais le nom de ma mère, hein, Voulzy. Et donc père je rayais, mais je me planquais. Donc j'étais pas très fier. Et dans les fins des années 50, il n'y avait pas de divorcés dans l'école. Il n'y avait pas de gens de ma couleur et pas de divorcés. C'était extrêmement différent. J'ai pas souvenir dans ma classe de 40 élèves. J'ai pas souvenir d'un copain qui me dise mes parents sont divorcés. Est-ce que déjà tu penses se tramer le fait que ce petit Lucien qui n'avait sa place nulle part finalement devait trouver un moyen de la créer, peut-être à travers le rêve et lié au rêve à la musique qui est très vite arrivée.
je rectifie juste un truc. En fait, quand j'étais chez ma mère, j'étais bien. On ne vivait pas dans l'opulence. Hein. Mais il y avait de l'amour. Ma mère s'occupait de nous, elle n'est pas toujours le temps. Je pense que ma mère était une héroïne. 4 enfants dans des chambres de bonne, en faisant un travail dur, en partant à 6h30 le matin, à 7h, accompagner les enfants à la crèche, les 2 petits, puis ensuite elle prendre son bus pour aller travailler. Mais elle le faisait avec pêche en même temps. Elle préparait sa gamelle pour aller. Non, mais c'était vraiment, quand j'y pense aujourd'hui, c'est extraordinaire, quoi. Mais il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour et il y avait de la musique le week-end. Ma mère, le week-end, elle allait au marché, elle achetait des fleurs, les petites pièces qu'on avait au début. Pendant 2 ans, on avait vraiment très petitement logé. Puis ensuite, on avait 2 pièces de plus. Mansardées, mais on avait comme ça des chambres pour les enfants. Il y avait de la musique, de l'amour, elle s'occupait de nous, on mangeait toujours à notre faim, elle s'occupait de nos devoirs et tout. Non, il y avait... parce que tu disais, est-ce que j'ai trouvé ma place? Oui, quand j'étais chez ma mère, je trouve que j'avais ma place. Ouais. En plus, j'étais un peu plus grand que mes frères et sœurs, donc petit à petit, j'étais un peu responsable de m'occuper d'eux et tout. Non, j'avais ma place. Ouais. On choisit les souvenirs qu'on veut garder aussi. Et on choisit d'en faire quelque chose, en fait. Ouais, peut-être bien, ouais. J'ai pas de mauvais souvenirs. C'est marrant. La musique comme échappatoire, un petit piano à 7 ans et une guitare offerte par ta maman, un Noël 63. C'est d'ailleurs la guitare qui apparaît sur la pochette de ton album Avril. Avril, ouais. C'était quoi pour toi, ces instruments? Tout de suite, tu t'es dit, mais on est de la même famille? Comment ça s'est... La musique est venue, en fait, assez tard dans ma vie. Le fait de vouloir être musicien ou jouer d'un instrument est venu tard, à 15 ans. Un petit peu avant, 14 ans. Et puis, la prise de conscience d'avoir composé un morceau, ça j'avais 9 ans, 10 ans sur une plage. J'ai pris conscience que j'avais inventé un air dans ma tête. Donc j'ai couru à la maison, j'ai dessiné une portée. Et j'ai écrit n'importe quoi, des notes, comme ça faisait la, pof, je montais les notes, je faisais des bulles, pif, je n'en ai rien dit, hein, enfin bon. Tu n'avais rien appris en fait, tu n'avais pas appris en plus. Non, mais j'ai pris conscience que j'avais composé un air. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui peuvent composer des airs, sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils composent. Ça, c'est une autre histoire. Mais donc, j'ai fredonné un air, je me suis dit, mais j'ai senti qu'il y avait une structure, qu'il y avait un truc et tout. Très court, hein. Donc, ça, c'est... Mais alors là, on va dire que j'avais à peu près 10 ans. Et puis ensuite, jusqu'à 14 ans, rien. J'écoutais la radio, enfin bon. Et puis un jour, j'ai vu un petit batteur à la télé, au journal télévisé, il jouait de la batterie. J'ai dit, mais j'arrive à le faire. Comme j'avais un copain, entre-temps, que j'avais rencontré, Serge, qui avait une guitare, je lui ai dit, on va faire un groupe. Alors, je suis devenu batteur, avec des boîtes de café Legal. Énorme, Laurent Voulzy. Ouais. Et puis ensuite... J'adore. Et ensuite, après, il y a un copain qui m'a donné un tambour, alors tambour de fanfare, bon. Et après, la même année, j'étais en colonie de vacances, il y avait des gars qui jouaient à la veillée, il y a 2 grands qui jouaient de l'harmonica. Quand je suis rentré fin juillet, j'ai demandé à ma mère, et j'ai acheté un harmonica. J'ai commencé à jouer de l'harmonica. C'est vraiment là, j'ai commencé à jouer d'un instrument. Après la batterie, c'était l'harmonica. Et je suis rentré en pension, parce que avant, c'est-à-dire j'étais viré de 2 lycées, quoi. Et le 2e lycée, on m'avait mis en comptabilité. C'était pas vraiment le truc. Et au 2e lycée, donc au bout de 3 mois, ils m'ont viré, le 2e lycée. Donc je suis resté 6 mois à la maison. Et comme j'étais fasciné j'avais une tortue dans un aquarium. Et je regardais beaucoup ma tortue. Alors j'avais des copains, on se baladait un peu, on écoutait des disques. Et en même temps, quand ils n'étaient pas là, la journée, pendant que ma mère travaillait, je regardais mon aquarium. Ma mère a dû s'inquiéter, je suis allé voir un psy, elle m'a dit, en disant, il regarde beaucoup son aquarium avec sa tortue. Et donc, je pense que c'est ce professeur qui s'appelait Solignac qui a dû dire à ma mère, j'allais le voir après, j'allais le voir en privé, il avait un cabinet à Vincennes, il avait son cabinet. Et alors, je pense que c'est lui qui a conseillé à ma mère de me mettre en pension,
et je suis allé dans un internat. Et là, j'ai fait ma première représentation publique avec un groupe d'harmonicistes du lycée, mais ma mère avait vu on m'avait prêté une guitare une fois, que la guitare me plaisait, et c'est ce fameux Noël 63, le 25 décembre, le 24 décembre à minuit, elle m'a dit, il y a une surprise pour toi dans le petit cagibi, dans le couloir, et c'était ma guitare. C'était la transformation de ma vie, quoi. Voilà. La musique allait me libérer et m'enchaîner. C'est ce que tu as écrit. Elle m'a libéré. C'est-à-dire qu'une fois qu'on joue d'un instrument de musique, on est libre. On a un horizon infini, qu'on soit dans une chambre de bonne, dans un palais, dehors, avec une guitare. Si on a envie de créer, d'abord on peut jouer ce que font les autres, déjà c'est un bonheur. Et puis aussi créer, et là l'horizon est infini. En même temps, on est enchaîné à sa guitare. Hein. Donc, ouais. C'est intéressant. Et puis, il y a l'Angleterre. Tu vas aller en Angleterre, et là, ça va changer ta vie. Oui. Alors, ce qui a changé ma vie, c'est les Anglais. C'est-à-dire, on a fait un groupe à l'école de guitare, donc juste après l'harmonica. On jouait des trucs instrumentaux, comme un groupe que tu connais peut-être pas, qui s'appelle les Shadows. Mais bien sûr que je connais. Tu connais ? Mon père connaît, pardon. Bon, ton père doit connaître. Écoutez les Shadows. Ton père doit connaître les Shadows. Exactement. Donc, on jouait des morceaux des Shadows, instrumentaux. Ouais. Mais quelques mois plus tard, les Beatles sont arrivés. Et donc, d'un seul coup, on s'est mis, plus faire d'instrumental, mais à chanter. À la fois à composer des chansons, mais aussi chanter les chansons des Beatles, puis des Rolling Stones, etc. Donc, ces groupes-là, Shadows, Beatles, Rolling Stones, etc., ont changé ma vie, voilà. Mais la guitare a changé ma vie parce que j'écoutais beaucoup de musique brésilienne aussi. En fait, la guitare, tout l'univers de la guitare me fascinait. Je voyais Georges Brassens à la télé, ça me plaisait. Je voyais des Baden-Powell, des chanteurs brésiliens ou des joueurs de guitare brésiliens, ça me fascinait. J'étais au lycée, il y avait des pions qui jouaient de la guitare classique, j'étais fasciné. J'écoutais la radio, j'entendais les Rolling Stones, j'étais fasciné. Donc la musique m'a ouvert les oreilles à 360 degrés. Et tu te disais que tu allais faire ça ? C'est-à-dire que, voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, un jour je rencontrerai Paul McCartney, ce que tu vas faire bien plus tard, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, c'est ce que je veux faire et je serai comme eux ? Au début, je ne savais pas trop. Donc, effectivement, juste pour faire une toute petite parenthèse pour l'Angleterre, dans le lycée où j'étais à Vitry, ils ont dit, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent aller en Angleterre ? Notre ville est jumelée avec une ville anglaise. Alors, j'en ai parlé à ma mère, on a dit hop, et je me suis retrouvé en Angleterre, début août. Et là, j'étais fasciné par l'Angleterre. Pourtant, j'étais dans une ville qui s'appelle Burnley, une ville un peu ouvrière. Quand je dis aux Anglais que mon premier voyage en Angleterre était à Burnley, ils rient, parce que c'est comme si on leur disait... Comme si on leur disait qu'on était allé en vacances, que vous avez choisi d'aller en vacances dans une ville minière du Nord. Alors attention, parce que je suis du Nord. Attention. Mais j'adore le Nord. Merci. Et j'adore l'Angleterre. Bon. Donc ça va. Ça va. Non, mais j'adore le Nord. Ah ouais. J'adore. Je suis de Dunkerque. Ah. Alors quand j'étais petit, mon parrain, il venait, il m'amenait, je me rappelle, il m'amenait des pots de pâte de goyave, j'adorais ça. Quand il venait. Et à un moment, il a été muté en France. Où ? À Malo-les-Bains. Je suis née à Malo-les-Bains. Voilà. On va arrêter l'interview. Ça y est, tout est là. Donc j'allais à Malo-les-Bains. Voilà. La clinique Villette de Malo-les-Bains. Ah, ça je Mais ne c'est connais pas. énorme la ville. J'étais vraiment petit. Donc j'étais à Malo-les-Bains. Et j'étais chez lui, avec il y avait sa femme, donc on habitait là. Donc je partais en vacances à Malo-les-Bains 2 fois. On partait en 4 chevaux, je me rappelle, et il venait me chercher, puis on montait à Malo-les-Bains en 4 chevaux. Ma première étoile de mer de ma vie, je l'ai pêchée à Malo-les-Bains. D'où le baiser de Souchon. Ah oui. Malo-les-Bains, mais ça n'a pas de rapport avec moi. C'est dingue. Mais lui, il a fait une chanson qui s'appelle Malo-Brédule. Mais c'est sur la plage de Malo. Ah bah oui, oui. Ouais, à mon avis, il l'a faite pour toi.
Ah non, ouais, Sans non, le savoir. Moi, j'y crois à ces choses-là. Donc, McCartney, mais tout de même difficile les débuts, puisque tu évoques Dunkerque, mais moi, j'ai grandi à Dieppe. Et je sais qu'à Dieppe, tu es allé donner un concert où il n'y avait que 5 personnes à Dieppe pour venir écouter Laurent Voulzy. C'est écrit dans Ah ton bah livre. oui. On a fait une tournée. Décidément. On a fait une tournée avec une tournée qui a été organisée par deux gars avec 5 groupes, des groupes pas très connus. Hein. Et donc on se change et le rideau s'ouvre. Il y avait 5 personnes dans la salle. Mais t'aurais dû me dire. Ah oui. Moi, j'aurais fait venir les potes. Bah voilà. Ah, c'est pas Je possible. pense que tu n'étais pas né. C'était en quelle année on était? 72, 72, 71. T'as raison. J'avais 2 ans après. 2 ans après, bon. Et alors, il y a cette première chanson qui passe à la radio. Et le présentateur ou l'animateur dit lui, c'est sûr, on ne l'entendra plus jamais. Ah oui, oui, oui. Mais Alors, comment c'est possible, ça? ouais, ouais. Bah alors, donc, je fais mon premier disque qui sort. Donc, j'avais entre-temps changé de prénom, évidemment. C'était plus Lucien. J'aimais plus Lucien. J'ai changé parce que je trouvais que Lucien, ça faisait un peu vieux jeu à l'époque. À l'époque, c'est à la mode maintenant. Bien sûr. J'étais dans la maison de disques, donc, et cet attaché de presse me dit Ah, Laurent, Europe 1 va passer ton disque ce week-end. Mais elle me le dit en montant dans l'ascenseur. Elle ne se rendait pas compte à quel point c'était bouleversant pour moi. Ah, au fait, Laurent, Europe 1 te passe ce week-end et la porte se ferme. Et je lui dis, mais quand? Non, je ne sais pas. Puis hop, l'ascenseur s'en va. Tout le week-end, j'écoutais la radio. Le transistor, j'allais faire les courses à la boulangerie, à l'épicerie, j'avais le transistor à l'oreille. Et tout le week-end. Et à 9h du soir, vers 9h du soir, le dimanche, je regardais la télé. Mais j'avais le transistor, évidemment. J'entends l'intro de ma chanson. Alors là, c'était incroyable. Donc je suis descendu dans le bâtiment, je suis allé voir ma mère, parce qu'entre-temps, ma mère avait déménagé, on habitait dans les HLM. Et alors je suis allé dans l'autre bâtiment, j'ai frappé, maman, je passe à la radio et tout. Enfin, pour moi, c'était extraordinaire, quoi. Et alors, quelques jours plus tard, ils ont passé l'autre phase du disque, qui s'appelait Folle de toi. Alors nous allons écouter une chanson, on vient de recevoir un disque, là, un garçon qui s'appelle Laurent Voulzy. On va l'écouter, je pense que c'est la seule fois qu'on entendra cette chanson. En fait, c'est une chanson que j'ai faite, je me rappelle, pour Sylvie Vartan. Parce que je travaillais avec des éditeurs, un éditeur à l'époque, et j'avais composé une chanson, on m'avait dit, t'as pas une chanson pour Sylvie Vartan? Alors non. Alors j'avais fait cette chanson, et elle s'appelait Folle de toi. Mais après, je me suis dit, mais je vais l'enregistrer, puisque Sylvie Vartan n'en a pas voulu. Je trouvais que ça sonnait bien. Donc j'ai gardé Folle de toi, j'ai changé les paroles. Folle de toi, j'adore quand tu dis ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Bon, mais le gars, je pense qu'il n'a pas écouté toutes les paroles. Il a dit, bon, on l'écoutera, c'est très étrange, ce garçon est très étrange. Donc, bon, ça, c'est des anecdotes. Tu l'as jamais revu, lui? Tu l'as jamais revu? Non, je ne sais plus qui c'était. Ce qui devait être mal après. Ouais, non, je sais plus. En tous les cas, au début, c'est intéressant. Tu expliques que tu es dans une HLM, hein, une habitation à loyer modéré, et tu dis que quand je vais commencer à sortir la tête, à commencer à percer, je suis vraiment au bas niveau. C'est-à-dire, je vis dans une HLM, ma vie, elle est un peu brinque-ballante, et tu commences à faire des rencontres, notamment avec Alain Souchon. Et lui ose te dire, tu composes bien, mais alors les paroles, c'est complètement nul. Là. Oui. Tu peux pas continuer. Non, c'est pas... C'est pas tout à fait ça, c'est plus doux que ça. Plus soft? Non. D'abord, j'avais fait 5,45 tours avant. 5,45 tours sans aucun succès. Mais quand j'ai connu Alain, j'avais déjà fait 1, 2, peut-être 3e 45 tours. Il y a une chanson qu'il aimait bien. Il n'a pas critiqué les paroles de celle-là. Il s'appelait Milady et même La Maison à croquer. Il trouvait ça pas mal. Mais c'est bien plus tard, quand j'ai fait écouter Recollection, c'est là qu'il m'a dit ton idée est bonne, mais les paroles, c'est pas terrible. et alors je lui ai dit là, vas-y, alors fais les paroles. Alors moi, parce que j'avais fait mes 5 couplets, moi tout seul.
Il trouvait que mes paroles n'étaient pas terribles. Je lui ai dit, ben Alain, vas-y. Donc c'est comme ça qu'il a fait les paroles en après-midi les 5 premiers couplets de Recollection. Ouais. Parce qu'avant que toi, tu ne perces en tant que chanteur, tu composes pour Alain Souchon. Oui, bah, la première qu'on a faite ensemble, c'est J'ai 10 ans. J'avais été embauché donc pour faire les arrangements de son album. Et le hasard a fait que tout à la fin de cette série où il venait chez moi, je lui ai dit, il me faisait écouter ses chansons, et je lui ai dit, t'as pas une chanson rapide? Et donc il a commencé, il a pris la guitare, il m'a fait, non, j'ai pas de chanson rapide, j'ai un truc. Alors il prend la guitare, fait pom 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 pom, un peu comme Brassens, hein, pom 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 pom, avec tout le respect que j'ai pour Brassens. Ça faisait un peu, la façon dont il jouait, ça faisait un peu Brassens. Et il me dit, j'ai 10 ans, tu vois, je sais que c'est pas vrai. Et puis il pose la guitare. Je lui dis, attends, recommence. Et après, il reprend la guitare. Et je prends, moi, ma guitare. Et je lui dis, si tu ralentissais le tempo. Et j'avais été très inspiré par un disque que je venais d'acheter, un album de McCartney où il y avait une chanson qui s'appelait Beat Bop, avec un picking dessus. Très inspiré par ça. Et je fais un picking. Et du coup, on trouvait ça sympa et on a fini la chanson ensemble en 1 heure. On a fait la chanson. J'ai mis ça vite fait sur un magnéto. On l'a fait écouter à la maison de disques par téléphone. Il a dit, bah, mettez-la sur l'album. Alors du coup, voilà, donc, et c'est la chanson qui a marché sur l'album. Et ensuite, l'année d'après, on a fait Je suis bidon. Et c'est encore une chanson qu'on a faite ensemble. Et c'est celle-là qui a marché sur l'album. Puis ensuite, La Rumba dans l'air. Et ensuite, entre-temps, je lui ai fait écouter Recollection, où il n'aimait pas les paroles. Et la première chanson qu'on a faite pour moi, c'est Recollection, ensemble. Ouais, ouais. Est-ce que tu te rends compte à ce moment-là que tu vas faire quelque chose d'extraordinaire en termes de chansons, qu'elle va rester encore dans toutes les mémoires des années et des années après? Au moment où on a fait la chanson, non. Non. Non, je trouvais que c'était bien fait, on a mis un temps fou pour l'enregistrer. mais pour la petite histoire, normalement, avant, je faisais un 45 tours en 2 jours tout complet. Tandis que là, Recollection, on a mis 1 mois et demi, mais le budget était accordé puisque on payait plus le studio. C'est mon éditeur qui prêtait son studio. Ouais. La maison de disques nous a laissé enregistrer. Mais jamais, je ne pensais pas du tout que ça allait faire un tel succès. Je trouvais que c'était bien, je trouvais qu'on avait soigné, que c'était bien, que j'étais fier du travail qu'on avait fait, mais jamais j'ai pensé que ça allait faire un tel succès. Ouais. Pourquoi Souchon va un jour appeler Woolsey? C'est certain qu'il avait entendu la chanson, une des 2 qui sont passées à la radio à mes débuts, un tout petit peu, c'est La Maison à croquer. Non. Il entendait cette chanson, il la trouvait bien. Et quelques temps plus tard, il a signé dans la maison de disques. Il n'était pas du tout encore dans la même maison de disques que moi. En plus, moi, je rêvais de faire un concours qui s'appelait la Rose d'Or d'Antibes. Je rêvais de faire ce concours et que ma maison de disques me propose pour... Et il ne me proposait pas. Mais un jour, je descends avec notre directeur artistique principal, pratiquement le patron. Il m'invite au restaurant le midi, et en descendant dans l'ascenseur, il me dit « Tiens, on vient de signer un gars hier, et il va faire la Rose d'Or d'Antibes. » Là, j'ai eu les boules, hein, parce que moi, ça faisait plus d'1 an, ou presque 2, que j'étais dans la maison de disques. Rien ne se passait, vraiment, enfin... Et là, lui, il arrive et il fait la Rose d'Or d'Antibes. Mon premier contact, c'était quand même... c'est Souchon, là. C'était Alain. J'avais un peu les boules, comme on dit, un peu les boules, ouais. C'est comme ça. Et après, bon, j'ai entendu sa chanson, je la trouvais jolie. Et comme ça, il a gagné un prix à la Rose d'Or d'Antibes, la maison de disques a dit, il faut qu'il fasse un album. C'est là qu'ils m'ont proposé d'être arrangeur de cet album. C'est comme ça qu'on... Ouais, c'est ça. Tu diras d'Alain, c'est un génie, un aristocrate, un écrivain, un rebelle, le twister philosophique. Ça, c'est lui qui m'appelle comme ça. Lui, il m'appelle le twister philosophique. Parce qu'il sait que j'aime la pop, que j'aime les yéyés, j'aime tout ça, et en même temps que j'ai des aspirations
il sait que je fais de la méditation, enfin, j'essaye d'en faire. La méditation, il sait mon attirance pour la spiritualité, tout ça. Alors, donc, il me dit, je suis le twister philosophique. J'adore. On va t'appeler comme ça. Ouais. Mais vous êtes quand même le yin et le yang. Vous n'écoutez pas du tout la même musique. Non. Vous n'êtes pas du tout physiquement Non. identique. Non. Et pourquoi cet homme devient ton double? Tu le dis, hein, ton frère de cœur, puisque tu lui parles de lui comme ça. On est très différents. On a été élevés dans des mondes très différents. Il a vraiment été élevé, lui, même s'il y a des périodes de sa vie, quand il était notamment avec sa mère, etc., d'abord, on a des enfances un peu chaotiques tous les deux, un petit peu quand même, mais le monde dans lequel il vivait, lui, était un monde de la bourgeoisie quand même. Même des fois, on peut avoir dans la bourgeoisie, mais pas toujours, comme il me dit. J'étais élevé, mon monde était un monde de bourgeoisie, mais quand il était avec sa mère, ils n'étaient pas dans la fortune non plus. Mais un monde de bourgeoisie presque aristocratique. Du côté de son père, Alain, il a un ancêtre lord. Et donc, un monde comme ça, et puis de littérature aussi, littéraire. Moi, j'étais élevé dans un monde beaucoup plus de banlieue, avec ma mère, ma mère lisait beaucoup. Il y avait beaucoup de livres chez ma mère, beaucoup, toute sa vie, elle a lu énormément, mais évidemment la danse et la musique, mais elle lisait beaucoup. Mais on n'était pas, moi j'étais pas élevé dans un monde de littérature comme lui, mais plutôt de la musique, quoi, le pop, un truc comme ça, plus, évidemment, grâce à la guitare, la musique classique aussi, mais on n'a pas été élevé dans un monde... Mes amis, mon entourage était un entourage plus populaire, lui, je connais son entourage, un monde bourgeoisie, le monde d'Alain dans lequel il évoluait. Quand j'ai commencé à le fréquenter plus, j'allais chez lui, je voyais les gens qui venaient, ses amis d'enfance, ses amis. C'est un monde vraiment de bourgeoisie. Pourquoi toi alors? Pourquoi toi il t'a choisi? Alain dit que éventuellement, au tout début, la façon dont je proposais les musiques, notamment j'ai 10 ans, mais je suis bidon et tout ça, il dit que ça a probablement transformé sa façon d'écrire. Mais moi, il m'a mis des claques sans arrêt avec son écriture. J'étais ébloui par la façon dont il écrivait. Et donc, nos mondes étaient des mondes différents et on s'apportait quelque chose. Je lui apportais une espèce de culture plus populaire, plus pop, etc. Et lui, un monde différent, une façon de penser différente. Moi, je suis très lent, il est très rapide dans la vie. Il peut être un peu un feu follet, Alain. Et moi, je suis lent. Non, mais quand on part écrire Après, un jour, on a décidé de partir pour écrire des chansons ensemble. C'était après Recollection. C'est la première fois qu'on est parti. Notre PDG, à l'époque, nous avait prêté un appartement à Port-Grimaud. On y est allé en septembre, hors saison. Et on était là, on a écrit tout l'album, une bonne partie de l'album « Allô, maman Bobo » pour Alain, à Port-Grimaud. On s'est rendu compte, en faisant ça, que c'était chouette qu'on se parte tous les deux pour écrire et qu'on ne reste pas dans notre monde de famille, Chacun était exfiltré, en fait, son milieu. Et voilà, et là, on a découvert ça et que c'était formidable de pouvoir partir, d'être en immersion tous les deux. Ça, c'est la première fois qu'on est parti pour écrire des chansons. Il t'a dit un jour, on a du bol de s'être rencontrés. Et puis, il a cette générosité d'avoir voulu aussi te mettre en lumière. C'est-à-dire qu'il aurait pu te garder pour lui seul, pour que tu lui écrives ses musiques. Là, il s'est dit, mais non, tu vas chanter Recollection, et puis tu y vas, quoi. Oui. Et après, on a continué à écrire pour moi, après, évidemment. C'est dingue. Toute notre vie. Et pour lui, évidemment. Oui, non, mais ça, c'était... Oui, mais la générosité, bien sûr. Mais la plupart des chansons qu'il chante lui, c'est vraiment pour lui. Ça, c'est un truc un peu étrange, un peu mystérieux. Et les chansons que je chante moi, elles sont à moi. C'est un peu ma vie. Mais on arrive à les écrire ensemble quand même. Ouais. Et lui, il arrive à me faire dire des choses
que je ne l'aurais pas dit tout seul, donc, bien sûr. Ouais. Alain Souchon, la rencontre qui a changé ta vie, puisque Recollection explose, été 77, et là, quand ça explose, tu vis encore dans cette HLM. C'est ça qui est dingue, de se dire que à ce moment-là, tu étais encore dans une vie tout à fait normale, populaire. Ouais. Et pourtant, Woolsey, on va l'entendre partout avec son Recollection. C'était assez extraordinaire. Tu as toujours gardé un pied dans tes racines. Tu n'as jamais oublié d'où tu venais? Ah bah non, pas du tout, bah non. Et comment on fait dans ce star system-là alors que tu vas... bah non, non mais... C'est naturel, quoi. Parmi les moments que j'ai préférés dans ma vie, c'est le dimanche, le repas chez ma mère, où il y a ma sœur, mon frère, mes 2 frères, ma sœur, parfois mon beau-père, donc qui était là aussi, et ma mère, et donc qui faisait aucune différence entre nous, et on parlait pas forcément de chansons. Ma sœur a travaillé toute sa vie à la SNCF, donc j'ai une vie, c'était formidable d'ailleurs, c'est des moments vraiment de bonheur pour moi, cette époque-là. On ne le fait plus parce que ma mère n'est plus là, on ne fait plus les repas qu'on faisait, etc. Mais c'est vraiment, ça c'est des moments de bonheur, mais surtout c'est mon naturel, je vois les choses et en même temps, je me dis que à la fois c'est important et à la fois c'est futile, quoi. À la fois, c'était un rêve pour moi, c'est toujours un rêve de continuer à faire de la musique d'abord, de vivre de la musique, et très bien, et d'avoir du succès pour l'instant et tout. Ça c'est merveilleux. Je sais que ça peut, que la vie peut disparaître d'un coup. Donc, non, mais je ne me prends pas la tête, enfin. Le succès est le vide, pourtant, parce que c'est bien beau d'avoir explosé au niveau professionnel, mais alors, si je puis me permettre, apparemment, c'est ce que tu dis, ta vie perso, affective, là, c'est un désastre. Et tu dis cette phrase absolument... Je dis désastre. Le succès ne rend pas forcément heureux, on fait un tube et ce n'est pas le bonheur. Ah oui, voilà. Mais oui, parce que longtemps, mais depuis l'âge de 16 ans, j'ai assimilé le bonheur au succès. Je me suis dit, le succès, c'est le bonheur. Tout est possible avec le succès et tout. Mais non, en fait. Et je me suis aperçu, alors il y a l'euphorie, la maison de 10 vous appelle en disant, t'es encore numéro 1, t'es numéro 1, on est un. Mais en fait, après on rentre chez soi, on mène une vie sentimentale trouble, chaotique. Ça pose des problèmes énormes dans sa famille, dans son couple, ou avec ses enfants, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a des souffrances, quoi. Et que le bonheur n'est pas le tube. Et que le bonheur, c'est encore autre chose. Donc, mais parce que je me suis aperçu de ça, parce que j'avais totalement, pendant des années, assimilé le bonheur au fait d'avoir du succès, et que tout allait s'arranger avec le succès, l'argent, la gloire, le truc. On dit, bon alors, mais pas du tout. Mais bien sûr, heureusement qu'il y a eu ça. Il y a eu ça c'était formidable. Si en plus il y avait l'insuccès et le chaos total dans sa vie privée, là ça aurait été dur. Mais il y avait le succès, mais en fait, le bonheur c'est autre chose. Donc, t'étais malheureux? Il te manquait quelqu'un? Non, mais c'est parce que j'ai une vie sentimentale. Débridé? Au moment, mais non, pas si débridé que ça, mais au moment où j'étais marié, je venais d'avoir 2 enfants, et en même temps, j'étais amoureux de quelqu'un d'autre. Donc, et donc, amoureux de quelqu'un d'autre, c'est une chose, ça peut rendre malheureux, parce que on vit 2 vies. Comme ton beau-père. On fait souffrir, comme ton beau-père. Comme mon beau-père, on fait souffrir tout le monde. Et voilà, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai reproduit, voilà, et je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie.
Et donc ça coupe le bonheur. Hein. Quand on voit des gens, quand on est malheureux soi-même à cause de ça, qu'on voit sa femme malheureuse, qu'on voit la personne qu'on aime à ce moment-là malheureuse, que ça crée des drames avec ses enfants et tout, on a beau être numéro 1 hit parade, c'est pas la panacée. Hein. C'est là que je me suis aperçu que tout ce que je pensais au début, le bonheur c'est le tube, non. Mais ça aurait pu être la maladie, ça pourrait être l'accident, le bonheur, c'est pas ça le bonheur. Ah ouais. Mais encore une fois, tu trouves les mots, hein, puisque tu dis que ça fait des souvenirs, tout ça. Et c'est désir. Hein. Mon premier, c'est désir. Mon deuxième, du plaisir. Ouais. Mon troisième, c'est souffrir. Ouais. Et le tout. C'est des souvenirs. Ça, c'est Alain qui a trouvé cette phrase. Ouais. C'est tellement juste. Tellement juste, bien sûr. C'était une belle histoire d'amour aussi, je crois. Oui, avec Véronique, Ouais. bien sûr. Véronique Jeannot. Véronique Jeannot, oui, bien sûr. Très jolie histoire. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a une relation très belle aujourd'hui. Qui a dépassé ça. Elle a sa propre vie, j'ai ma vie. Elle nous a même invités avec Isor chez elle, dans le Var et tout. On a passé un petit séjour extrêmement agréable. Et elle, avec son compagnon, moi avec Isor et tout ça. Et c'est une personne merveilleuse, Véronique. Donc, ça, c'est une très très belle rencontre qui a été une jolie histoire et qui se prolonge d'une autre façon, mais très très belle aussi. Ouais. Voilà, ça c'est beau. Et tu vois, je ne savais pas que le rêve du pêcheur, c'était justement sur ce sujet-là. Moi, j'adore cette chanson. Et en fait, quand Alain te compose cette chanson, c'est le pêcheur au premier sens du terme. Ah tu oui, es oui, le oui. pêcheur, en fait. Oui. Le rêve du pêcheur. C'est pour ça que sur la pochette, il n'y a pas d'accent. Parce que celui qui pêche, c'est un accent circonflexe. C'est ça. Et celui qui fait les pêchés, c'est un accent aigu. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent sur le mot pêcheur. Oui, le rêve du pêcheur. C'est celui qui pêche, quoi. Voilà. Alors effectivement, il y a un double déconne. sens. Pêcher ici, c'est faire des pêchés. Pêcher là-bas, c'est un total double sens. Tu as bien cerné, hein, dans chaque chanson finalement que tu chantes, tu oui, déposes quelque chose de toi. Hein. Mais oui. Ouais. Tu regrettes Je regrette quoi? ces moments où tu as pu faire souffrir? Bien sûr. Oui. Tu aurais pu faire autrement? Je suis pas sûr que j'aurais pu faire autrement. C'est-à-dire, quand on est pris par le cœur vous attrape, alors on peut vivre toute sa vie dans une frustration en disant j'ai loupé quelque chose. Ouais. Je vis comme je vis là, c'est bien. C'est pas ce que j'aurais voulu vivre. Et en même temps, c'est admirable d'accepter de ne pas vivre ce qu'on a voulu vivre parce que on a fait un sacrifice et on trouve le bonheur ailleurs. Je ne sais pas si j'aurais pu faire autrement. Mais alors, il y a cette phrase extrêmement belle que j'ai trouvée dans une église un jour sur un petit feuillet que j'adore. Alors, bien sûr que je regrette. Mais cette phrase est belle, elle dit « Le temps présent est une frêle passerelle. » C'est ou le temps présent ou aujourd'hui est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier et des tourments du lendemain, la passerelle cède. C'est dingue de beauté, quoi. En fait, c'est le temps présent qui compte, quoi. Alors j'ai beau me dire ça, et Alain, celui qui m'a fait prendre conscience que je vivais dans le temps présent, c'est Alain. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Alain me dit, il se rend compte de choses que je ne vois pas, Alain. Et un jour, il m'a dit, c'est quand même dingue, toi, tu vis dans le présent. Je lui dis, mais Alain, tu vis pas dans le présent, toi? Non, mais toi, je sais pas, mais toi, tu vis vraiment dans le présent. Je vis dans le présent, mais n'empêche que vous me posez la question, je regrette d'avoir fait souffrir. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est que je lis le Dalai Lama et
c'est le temps présent qui compte, quoi. Alors, C'est dur, hein. c'est dur parce que d'avoir fait du mal, c'est... Bien sûr que j'ai fait souffrir. Je me suis fait souffrir moi-même, j'ai fait souffrir. Je regrette de l'avoir fait. Après, c'est le temps présent qui peut réparer les choses, quoi. Mais là, en disant ça, je fais pas la morale, hein. Je trouve magnifique la phrase, si je pouvais la vivre vraiment comme ça, je me la répète tout le temps, que c'est le temps présent qui compte. Mais en même temps, quand on a fait du mal, sans vraiment vouloir faire du mal, mais qu'on a fait souffrir, on a fait souffrir, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, le petit bonhomme qui n'avait pas l'impression de vivre plus malheureusement qu'un autre, qui ne voyait pas de toute manière peut-être la souffrance et la douleur, notamment dans cette première famille, j'ai l'impression que finalement, cette philosophie-là était déjà ancrée en toi et qu'elle réapparaît peut-être sur le tard, puisque c'est dans ton livre, Alain, qui te dit « mais moi, je suis pas du tout comme toi, tu es un peu perché quand même. Est-ce que finalement, tu n'as pas toujours eu cette relation au spirituel, à autre chose de plus grand ?» Ah ben, la relation spirituelle, oui, je suis certain. Quand j'étais petit, j'avais peur du noir. Ma mère me disait des fois, il faut que tu descendes à la cave. Alors, ça paraît normal d'avoir peur quand on est enfant de descendre à la cave. J'avais peur du noir et j'avais pas peur des choses naturelles ou de quelqu'un qui soit planqué. J'avais peur du surnaturel. J'avais peur de voir apparaître quelque chose. C'est ça qui me faisait peur. Longtemps, j'ai eu cette peur. J'ai plus peur souvent du surnaturel, des fantômes, on va dire, quand on est enfant, d'une apparition. Donc, dès l'enfance, déjà, j'étais baigné là-dedans. Puis ma mère me racontait des choses sur les Antilles. Lui, il s'est marié. J'ai toujours entendu dire ça depuis que je suis enfant, par des Antillais aussi. Ah bah lui, il s'est marié parce que sa femme lui a mis un produit pour se marier. Lui est allé voir un type qui lui a mis un produit pour se marier, faire des prières. La magie existe beaucoup, la magie existe. Donc j'ai toujours entendu parler de magie. J'ai une tendance réellement à y croire, en plus. Ouais. Alors le surnaturel, pour moi, c'est... J'allais dire, il fait partie du naturel. Oui, en même temps, Alors, c'est pas forcément la spiritualité, le surnaturel. Mais on commence à frôler, on frôle l'invisible quand même. Et donc, j'ai toujours été à la fois pas effrayé un peu par ça, en même temps attiré par ça, par tout ce qui est un peu... par tout ce qui paraît un peu ésotérique, un peu surnaturel. Et petit à petit, tout m'attirait. Mais après, je me suis intéressé beaucoup à l'astrologie, à les gens j'ai vu des gens incroyables qui vous disent ce qui va vous arriver. Alors, on peut croire que c'est bidon, mais j'étais... Il y en a plein qui sont passés dans ton fauteuil, là. Ah oui. Ah oui. Et donc, c'est ça, oui. Ah, ça, je le sens. Ils sont là. Donc je suis attiré par ça, et en tout cas très intéressé par ça, chercheur de ça, ouais. Et en même temps cherchant à avoir des réponses, et donc on arrive à la spiritualité. Et je me suis dit, petit à petit, j'ai commencé à lire, petit à petit, j'ai commencé par lire les bouddhistes, et puis après, j'ai lu les mystiques chrétiens. Et je lis aussi, j'ai lu un peu sur des textes de juifs, de la religion juive, et même des soufis et tout. Et alors, ces gens-là, en fait, ceux qui arrivent à un très très haut niveau, ils n'arrivent même plus à exprimer. On arrive à un tel niveau qu'il n'y a plus de mots pour exprimer. Ils ont tous écrit des poèmes, ces gens-là. Ça passe par la poésie. Et Jeanne, ta chanson, oui. Elle t'est apparue dans un rêve en plus. Hein, oui. Ça aussi. En fait, oui.
cette histoire, cet album, Listen Love est un étrange album. Vraiment très très étrange. C'est le seul album que j'ai fait où rien n'était écrit au début. Rien. Je voulais faire un album électro et petit à petit, avec des poèmes du Moyen-Âge. Voilà. Ça a commencé comme ça. On s'est enfermé chez Franquelerie dans une cave et on a commencé par faire un morceau qu'on a appelé Stonehenge. Et toute l'histoire de cet album est arrivée comme ça d'une façon très étrange. En ce qui concerne Jeanne, il y a eu plein de synchronicités dans cet album, des choses assez merveilleuses. Et en ce qui concerne Jeanne, j'avais trouvé la musique et tous les soirs je rentrais du studio, j'allais à Paris dans mon appartement et je me disais je voudrais faire les paroles moi-même de cette chanson. Et je trouvais rien. On avait déjà enregistré la partie instrumentale, mais je ne trouvais pas quoi raconter. Et une nuit, j'écoutais mon Macintosh qui tournait avec la musique. Et j'avais le casque sur les oreilles, c'était 2h du matin, je me suis endormi en écoutant la musique. Et j'étais réveillé par une voix qui m'a dit « Jeanne ». Et alors là, ça m'a réveillé, c'était tellement, avec une telle acuité, une telle présence, que j'ai écrit le mot « Jeanne », qui pour moi est un prénom banal, comme si on avait dit, je sais pas quoi, Lucien, je sais pas. Et le mot m'est apparu lumineux d'un seul coup. Et j'ai écrit Jeanne et j'ai dit, mais voilà le premier mot de la chanson que je cherche depuis des semaines. Jeanne. Voilà. Et c'est comme ça que cette chanson est venue. Jeanne, Kim Wilde, que tu vas rencontrer, ta vie est tout de même absolument incroyable quand tu y penses aujourd'hui. Est-ce que tu acceptes de ce mot-là? Oui. Je trouve que oui. J'ai vécu quand même, je ne m'en rends pas bien compte. Très honnêtement, il faut vraiment que je prenne un peu de recul en me disant quand même, bon, j'ai quand même vécu des choses quand même un peu... Mes nuits sans Kim Wilde, et en fait, elle va chanter sur ta chanson. Oui. Ça, c'est quand même dingue. Oui. Tu reconnais quand même. Ah oui. Bah oui, parce qu'elle me faisait un peu rêver à un moment. Ah bah, il n'y a pas que toi, je pense. Oui. On fait la chanson. Alain, enfin bon, je sais pas si je peux, ça va être un peu loin à raconter, mais donc Alain, je passe une cassette de Kim Wilde à Alain, il me dit, tu me parlais d'elle depuis un moment, effectivement elle est pas mal, pourquoi tu fais pas une chanson qui s'appelle Les Nuits sans Kim Wilde? On fait la chanson, et puis on appelle David McNeil, à un moment on avait un mot très court, on ne savait pas quoi dire en français, on appelait David McNeil, qui est un autre génie fantastique, un copain que j'adore, et on a appelé David, qui est un franco-américain, à moitié russe, moitié américain, moitié français. David, on ne sait pas quoi dire, on a un mot ta-ta-da-da. Alors il dit, ouais, et pourquoi vous ne dites pas take it easy? Alors on fait take it easy dans la chanson de Kim Wilde. Et après je me dis, mais pourquoi ce ne serait pas elle qui le dirait? Bah oui. Alors j'appelle un copain. Non, mais j'appelle un copain qui travaillait dans ma maison de disques avant, Marc Exiga. Je lui dis, Marc, j'ai fait une chanson. Il me dit, Kim Wilde est bien dans ta maison de disques? Il me dit oui. Je lui dis, on a fait une chanson, j'ai fait une chanson, on a fait une chanson avec Alain qui s'appelle Les Nuits sans Kim Wilde. Et la réponse de Marc, il me fait, ben voyons. Alors je lui dis alors, bon, mais il me dit oui, bon, alors d'accord, et alors? Je lui dis alors, je voudrais bien qu'elle apparaisse dans la chanson, tu crois que ce serait possible? Il me dit, ben je sais pas, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle fait une télé mercredi. Et je lui dis, ben c'est quoi? Il me dit, une télé avec Sydney. Enfin, et ben je lui dis, mais moi aussi. Et on s'est rencontrés comme ça. Alors il m'a dit, envoie-moi vite une DAT, une cassette numérique, et on va lui faire écouter avant. Donc je l'ai rencontrée sur le plateau de télé, elle n'avait pas encore entendu la chanson. Et moi j'étais extrêmement impressionné de la voir. Et elle n'osait même pas me regarder parce qu'on lui avait dit qu'il y a un gars qui a fait une chanson qui s'appelle Les Nuits sans Kim Wilde, il disait les givrés. Gros pervers. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Et elle osait à peine me regarder et tout. Elle a répondu à la fille qui travaillait avec elle, son attachée de presse. Elle lui a dit, bon ben, dis-lui qu'il m'envoie la cassette. Alors la fille lui a dit, il a envoyé une cassette, bon ben, une DAT, bon ben, je vais l'écouter. Et 15 jours après, on a reçu une réponse. Elle a dit, j'adore cette chanson. Et donc, il faut que Laurent vienne à Londres, en Angleterre, on va enregistrer ma voix, il faut qu'il vienne. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'était des histoires. Mais il m'est arrivé comme ça des histoires merveilleuses. Sur cet album-là, je pourrais
écrire un petit fascicule de choses Mais il faudrait. incroyables. Ça, c'est qui, moi, c'est pas cet album-là, mais sur l'album Nissan Love, il y a des trucs absolument étonnants. Qui sont Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, peu importe d'où l'on vient, peu importe ce qu'on a vécu, il y a l'espoir de réaliser ce que l'on Moi, je souhaite crois faire. que tout est possible. Non, mais je n'ai jamais pensé comme ça. Les choses se sont faites naturellement. Mais quand je fais un peu le bilan, je me dis, ben, tout est possible, quoi. Non, mais... Qu'est-ce que tu as encore envie de faire là? Ce serait quoi ton rêve le plus fou? Oh, non, des rêves fous. Non, j'ai des rêves hyper simples, mais... Moine bouddhiste? Hein? Moine bouddhiste? Ouais. Ah oui, à un moment, je me suis dit... Ouais, on reviendra à la musique après. À un moment, mais non, parce que... Non, à un moment, je me suis dit, quand je serai vieux, j'avais 40 ans, hein, j'ai 77 aujourd'hui, T'es c'est pas temps. vieux. Mais je me suis dit, je finirai bien moine, parce que je suis très attiré par ça. Et je finirai bien moine. Alors les gens qui me connaissent, ils me disent, non mais attends, toi moine, non, c'est pas possible, tu peux pas. Enfin, Un monastère mixte. ma fiancée, ma fiancée, Isor, il me dit, Laurent, moine. Alors j'ai chanté dans un monastère, une abbaye, magnifique abbaye, je ne me souviens plus le nom, en Belgique. Et j'ai discuté avec l'abbé, le père abbé, c'est-à-dire le chef de tout le monastère et tout. Alors il m'a dit, bah, je voulais vous rencontrer parce que j'adore votre chanson Jeanne, il me dit. Ah, bah, je lui dis, bah, écoutez, ça fait plaisir. Et on discute un moment, il me dit, bon alors là, vous chantez, vous faites une tournée dans les cathédrales, alors vous êtes catholique? Je fais, oui, oui. Bon. Et je lui dis, je cherche. Je vais vous dire un truc, je lui dis, excusez-moi, mais j'aimerais avoir la foi absolue et la révélation. Il me dit, bon. Il me dit, en attendant, vous tirez la corde, bah, au bout, il y a peut-être quelque chose. Oh. Et après, je lui dis, vous savez quoi? Je vais vous dire autre chose. Oh là là. Il y a une trentaine d'années, je me suis dit, quand je serai vieux, pour profiter de la vie un peu quand même, mais je me dis que je suis attiré par votre vie. Je suis attiré. Mais je lui dis, vous savez quoi? J'aime l'amour, j'aime les guitares électriques, et j'aime les voitures anglaises. Je suis un piètre moine, mais ça m'attire quand même. Ah, il s'est marré. C'est génial. Si je te demande ton mot préféré, un mot. Ah, très difficile. Peut-être le mot cœur. Peut-être le mot cœur. Celui que tu détestes. Mépris. Ton gros mot préféré. Mon gros mot préféré, non, mais je le dis même pas. Non, je dis un mot souvent, qui n'est pas bien, mais je dis oh putain. Oui. Mais c'est pas un gros mros. Non, là, c'est vraiment. C'est l'interjection, quoi. Ah oui. Oh putain. Oh putain. Ta chanson préférée? God Only Knows des Beach Boys. Ça, c'est dit. Le rêve que tu veux embrasser, là, demain. J'aimerais bien, pendant qu'il est encore temps, faire participer à un enregistrement avec Paul McCartney. Ok, alors là, l'invitation est passée. Tu peux la passer, vas-y. Eh ben, Paul, if you hear me, call me. Et Paul, on en profite, tu viens ici et on fait ça. Et Paul, voilà. Tu vois, ok, avec Paul McCartney. Mais oui, parce que pour moi, il a changé ma vie, quoi. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, je ne pouvais pas parler. Et enfin, si je te demande, qui aimerais-tu voir là, à ta place, dans ce fauteuil, pour se livrer comme tu l'as fait aussi généreusement? Très difficile. La réponse facile, ce serait de dire Alain Souchon. Parce qu'il n'est pas inintéressant. Alain. Avec joie, j'imagine. Mais le ferait-il? Hein? Le ferait-il? Peut-être. Tu l'invites?
Oui, mais Alain, viens à ma place dans ce fauteuil avec Dominique qui va te poser des questions sympas quand même. Mais, mine de rien, et brillante. Donc, avec toi, ça va aller. Ben, je te remercie parce que c'est vrai, ça vient du cœur. Et je voudrais juste que tu puisses dire à ce petit Lulu, Lucien, qui était derrière la porte, quand sa maman est arrivée, qu'il n'a pas pu aller la voir, qu'est-ce que tu lui dirais là, aujourd'hui, du haut de tes 77 ans? Mon petit Lucien, je vois le futur. Tu aurais pu être paléontologue, parce que je voulais faire ça à un moment à 10 ans. Et puis, je vois le futur, il y a des possibilités, paléontologue, navigateur, musicien et peut-être compositeur. Tout est possible. Merci d'avoir choisi le dernier. Merci. Je t'embrasse très fort, merci. Merci beaucoup. Juste l'envie de reprendre le refrain de cette chanson de Laurent Voulzy que j'adore, sur les mots d'Alain Souchon. L'envie que tout le monde s'aime, le soleil donne, ce vieux désir super, qu'on serait tous un peu frères, le soleil donne. Le soleil donne de l'or intelligent, le soleil donne la même couleur aux gens, gentiment. Voilà, tout simplement. Merci d'être fidèle à Entre vous et moi, merci pour vos abonnements, vos messages chaleureux et vos likes. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez également faire un don grâce au lien disponible dans la description de cette vidéo. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Entre vous et moi.